Bonjour et bienvenue à cet épisode sur l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous explorons deux solutions importantes pour la résilience des systèmes alimentaires locaux. La première étant les laboratoires vivants et la deuxième étant les jardins communautaires. Au travers de deux entrevues, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un laboratoire vivant et un jardin communautaire, comment ils fonctionnent dans le contexte agricole et comment ils aident à relever certains défis face à l'insécurité alimentaire. Restez avec nous alors que nous donnons la parole à deux organisations locales qui, grâce à des efforts collaboratifs, aident la communauté à créer un système alimentaire plus résilient. On le voit surtout, je dirais, dans le fait qu'il y a comme juste de plus en plus des extrêmes. Fait que le printemps, c'est comme... il y a 2 jours, il a fait comme 3 degrés. Ouais. Puis là, cet après-midi, on est prévu comme un 33. Fait que c'est vraiment comme des hauts et des bas qui sont comme durs à prévoir quand même. Fait que pour nous, quand on essaie de comme planifier notre saison, on n'a pas cette comme courbe vraiment stable qui monte qu'on aimerait avoir. C'est vraiment comme, faut prévoir qu'il va faire super chaud puis il va faire super froid. Et c'est quand que vous avez commencé cette... On a commencé en 2019 puis on a acheté le terrain ici en 2020. OK. Enfin, 2019. Fait que c'est ça, on rentre dans notre 7e année de production avec la ferme. Est-ce que le but, quand vous avez acheté ce lot, était de faire des paniers pour les gens? Oui, on avait vraiment cette envie de faire ce lien direct avec la clientèle. On aimait vraiment comme cette relation avec nos clients. On voulait comme produire pour des familles ou des gens dans notre communauté. Fait qu'on aimait vraiment cet aspect-là. On a toujours fait comme une variété de cultures parce que pour les paniers, on veut vraiment avoir cette diversité-là. On veut offrir un peu de tout, en fait, pour nos clients. Fait qu'on a vraiment commencé avec tout ce qui est comme des laitues, des radis, carottes, tomates, concombres. T'sais, on essaie de faire un mix de ce que les gens connaissent déjà. Oui. C'est les légumes plus connus, mais on va souvent aussi introduire certains légumes pour les gens qui se connaissent moins. Fait que ça fait aussi partie un peu de cette comme découverte culinaire. Faire partie d'un programme de panier, c'est souvent ça pour des gens, de découvrir des nouveaux légumes, d'essayer de nouvelles recettes aussi. Wow. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre programme de panier solidaire? Oui, exact. Alors, on fait les paniers solidaires. On fait un programme de paniers hebdomadaire depuis le début de la ferme, où les gens achètent comme un abonnement de saison avec notre ferme. Puis, à chaque semaine, on fournit des légumes frais en saison. Mais on avait vraiment le souci, dès le début, de nourrir notre communauté. Puis, on savait bien qu'il n'y avait pas tout le monde dans notre communauté qui avait un accès financier à ces légumes bio. On le sait que souvent, pas toujours, mais souvent, c'est plus cher que des choses qu'on peut acheter à l'épicerie. Alors, en 2021, on a commencé un programme pilote d'offrir les mêmes paniers à prix réduit pour des familles à faible revenu dans notre communauté. Puis l'idée, c'était vraiment d'offrir cet service-là pour les gens qui auraient bien aimé manger légumes bio de saison, mais c'est vraiment leur situation financière qui ne les permettait pas de choisir ça. Alors, c'est un programme qui a grandi depuis, puis a vraiment eu un élan avec le support du programme AgroLab, parce qu'on a eu ce financement qui nous permet d'offrir au moins une 50aine de paniers par saison à des familles à faible revenu dans la MRC de Papineau. Wow. Alors, c'est vraiment un beau soutien, puis un service que je pense est très apprécié par les participants. Oui, surtout, c'est pas un service que tu trouves partout, tu sais. Non, tout à fait. Et je pense qu'il faut souligner que c'est comme quelque chose autre que, exemple, l'offre d'un banque alimentaire. C'est vraiment quelque chose qui apporte comme une certaine stabilité aussi. C'est un panier qu'on va avoir pour toute la saison. Fait qu'on peut le prévoir un peu dans notre budget d'épicerie, exemple, qu'on va avoir ces légumes à ce prix-là pendant tout l'été. Mais ça apporte aussi souvent des découvertes, comme j'ai mentionné. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils vont manger comme tant de légumes.
mais aussi qu'ils vont manger certains légumes un peu moins connus. Oui. Fait que ça vient aussi vraiment avec une certaine découverte de légumes et de comme c'est quoi manger local et de saison. Oui. Fait qu'il y a d'autres comme plus qui viennent avec. Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres entreprises dans la communauté pour ce projet? Oui, alors on travaille beaucoup avec des organismes communautaires pour mettre en œuvre ce projet. Quand on a commencé, on le savait bien que pour certaines des familles qui pourraient profiter de ce programme, ils n'étaient pas en train de chercher sur Google panier bio dans ma région. Fait que pour nous, pour aller vers ces familles-là, on a fait des partenariats avec des organismes communautaires qui étaient déjà en contact avec un clientèle qui pourrait être intéressé. Puis ça a beaucoup nous aidé. Et puis, on travaille également beaucoup avec l'Alliance alimentaire Pépino, qui nous aide à faire de la distribution des paniers, du référencement, mais aussi ils offrent c'est un organisme qui offre de l'éducation culinaire. Fait que souvent, comme j'ai mentionné, il y a des choses nouvelles, on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait qu'eux autres sont vraiment bien équipés pour faire des ateliers culinaires, pour vraiment faire découvrir comment bien utiliser ces légumes-là. Fait que ces partenariats sont vraiment comme précieux pour nous parce que nous autres, c'est une ferme, on peut bien produire les légumes, mais il y a d'autres services qui viennent avec ce programme-là qui les organismes communautaires sont comme mieux placés d'offrir. Oui, bien surtout, c'est tout un système que vous avez établi ici pour supporter la communauté. Tout à fait, oui. Puis on est vraiment chanceux d'être bien entouré, d'avoir le support de la MRC vraiment dans ce projet-là, puis cette volonté d'essayer des choses un peu différentes aussi. C'est pas un programme qu'on voit partout, fait que le fait d'avoir ce soutien comme financier, mais aussi politique, quelque part, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui va motiver d'avoir commencé cette ferme? Bien, je pense que, comme ce souci de nourrir notre communauté, ça vient vraiment de là, de faire quelque chose qui a comme un sens très concret à tous les jours. C'est ça, pour moi, que j'aime beaucoup, le fait que quand je travaille, je vais comme produire quelque chose, puis je peux le voir, puis quelqu'un va le manger quelques semaines plus tard. Pour moi, ça fait vraiment vivre à tous les jours. C'est vraiment le fun de voir ces résultats concrets. Un laboratoire vivant, en gros, c'est un processus où on expérimente dans un contexte de vie réelle pour trouver des solutions à des problèmes qui sont complexes. Donc, dans le cadre de l'AgroLab, c'est un processus pour identifier c'est quoi les enjeux de notre système agroalimentaire. On en a identifié différents, comme l'accès local aux aliments locaux, comme qu'il manquait de mutualisation des ressources et des services, que notre économie n'était pas assez circulaire. Donc, on a identifié des enjeux. Ensuite, il y a eu tout un processus de co-création avec la communauté dans des forums pour trouver des idées, des projets pour améliorer ces enjeux-là, pour résoudre ces enjeux-là. Puis ensuite, il y a de la mise en œuvre des projets. Donc, il y a des porteurs, porteuses de projets qui ont dit « Moi, je veux faire tel projet, je vais le faire ». Tout au long du processus, les projets sont documentés pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie et pour voir les effets. Parce que quand on parle d'une situation qui est complexe, ça veut dire qu'il n'y a pas une solution simple. Qu'on ne peut pas juste dire « Ah, notre sécurité alimentaire n'est pas bonne, on va faire ça puis ça va la régler ». Mais il faut essayer des choses, les évaluer, voir ce que ça donne et s'ajuster. Donc, c'est ça un laboratoire vivant. C'est vraiment tout le processus expérimentation, évaluation, apprentissage, ajustement, puis on continue. Donc, on voulait améliorer la durabilité de notre système agroalimentaire, puis on s'est rendu compte assez rapidement qu'on ne pouvait pas juste dire « on va faire un projet, notre système alimentaire n'est pas durable aujourd'hui, dans 5 ans, il va être durable ». Mais on s'est dit on peut apprendre en essayant différentes actions qu'est-ce qui améliore ces enjeux-là. On touche 4 aspects, 5 même, de notre système agroalimentaire. L'accès local aux aliments locaux,
l'économie circulaire, la mutualisation des ressources et des services, l'agro-environnement, puis la gouvernance du système alimentaire. Donc, nous, c'est sûr qu'on s'est pas dit on va agir sur tout le temps. En ce moment, on a 4 projets qui sont financés par l'AgroLab. On a un projet de panier solidaire. Donc, que des familles ont accès à des paniers bio à plus faible coût. Il y a un projet de monnaie locale qui est... puis ça peut avoir l'air surprenant qu'on parle de monnaie dans le cadre de la sécurité alimentaire. Je pourrais en parler plus aussi. Oui, oui. Mais donc ça, c'est pour vraiment une monnaie qui peut être utilisée entre les commerces locaux pour faciliter les échanges puis faciliter les liens au sein de la communauté. Il y a un projet de plateforme agroforestière. C'est un lieu physique qui est à Ripon, dans le parc des Montagnes Noires. C'est un lieu où des entreprises peuvent démarrer soit en production de champignons ou en faisant, par exemple, de la production de légumes entre des bandes d'arbres. Donc, c'est de documenter, de démarrer des entreprises aussi qui sont adaptées dans une production entre les champs et les arbres. Et on a aussi actuellement un projet de vinification. Donc, c'est de trouver des méthodes pour faire des bons vins avec les vignes hybrides québécoises, celles qui sont résistantes aux maladies, résistantes aux intempéries. Donc, des vignes qui demandent moins de pesticides, qui demandent moins de plastique. Mais souvent, on entend « Ah, les vins québécois, c'est pas bon. » Bien, c'est de trouver des façons de faire vraiment des bons vins québécois, de démontrer que c'est possible de le faire, de travailler avec les vignerons pour les faire, pour valoriser l'usage de ces vignes-là qui sont finalement meilleures pour l'environnement. Tout ça, ça touche la sécurité alimentaire parce que quand on pense à la sécurité alimentaire, oui, on pense souvent à l'aide alimentaire. On pense à l'accès économique, l'accès physique aux aliments, que les gens puissent avoir des aliments. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité alimentaire aussi, c'est de penser la stabilité de notre système alimentaire, de dire est-ce qu'on est capable de faire face aux crises? Par exemple, les changements climatiques. Est-ce qu'on est capable de s'adapter? Est-ce qu'on est capable de produire ici ce dont on a besoin? On l'a vu dans les dernières années, il y a eu des fermetures de frontières, il y a de l'instabilité économique, politique. On ne le sait jamais si les aliments vont pouvoir venir d'ailleurs. Donc, de dire on est capable de produire ici ce dont on a besoin pour nourrir notre population, bien, tout ce qu'on peut essayer pour arriver à ça, ça améliore la sécurité alimentaire locale. Et il ne faut pas oublier, en travaillant avec des fermes locales, aussi comme la ferme Agricola, oui, ça améliore l'accès physique et économique aux aliments, mais ça améliore aussi la stabilité pour les fermes. Donc, de dire, bien, il y a plus de gens qui peuvent avoir accès au panier, c'est un revenu qui est plus garanti pour eux. Bien, la pérennité des fermes, la stabilité des fermes, ça fait partie de notre sécurité alimentaire aussi, de dire, bien, si on fait le choix d'acheter des aliments qui sont locaux, de financer des projets avec les fermes locales, aider nos fermes locales, ça aide notre sécurité alimentaire. On pense que ce serait une bonne chose qu'il y ait AgroLab, ça pourrait s'appeler autrement aussi, là, mais qu'il y ait des processus comme ça dans tous les territoires. Et il y a d'autres territoires qui nous approchent pour dire « Hey, c'est intéressant ce que vous faites. Comment est-ce que nous, on pourrait partir ça aussi? » Donc, c'est sûr que moi, dès qu'on me demande du soutien pour inspirer d'autres communautés, pour leur donner pas la recette, parce que c'est pas une recette qui pourrait s'appliquer partout, mais dire qu'est-ce que nous, on a fait, qu'est-ce qui fonctionne. On partage toujours volontairement parce que c'est sûr que nous, on veut être super bon. On veut avoir un système alimentaire le plus durable possible, mais on aimerait ça que tout le monde soit bon, en fait. On veut pas être les meilleurs pour écraser tout le monde. On veut être les meilleurs pour inspirer, pour avancer avec d'autres. Parce que c'est sûr que l'idéal, c'est que tout le monde, à travers le Québec, à travers le monde, puisse manger des bons aliments, que les fermes soient durables, que notre environnement s'améliore. On veut ça pour tout le monde, là.
C'est sûr que nous, on a eu la chance d'avoir un financement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous permet non seulement de soutenir le processus de l'AgroLab, qui est de réunir la communauté, de monter des projets ensemble, de documenter les projets, mais en plus, ça nous permet de soutenir les projets directement. On a un financement d'1 million de dollars pour financer les projets qui sont essayés. Puis ça, on le sait qu'on est extrêmement chanceux. On est en train de voir comment, et nous, pour la suite des choses, et d'autres régions pourraient financer autrement que par ce financement-là qu'on a eu une fois. Mais c'est sûr que c'est la prochaine question de dire, oui, d'autres régions veulent le faire, comment on finance ça? Des fois, les gens pensent que l'AgroLab, on l'a créé du jour au lendemain, on a eu le financement, puis c'était parti. C'est pas tout à fait ça, la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que oui, en 2020, on a commencé à monter le projet, on l'a parti en 2022 officiellement. Mais avant ça, il y a eu, on avait eu un forum sur l'agriculture et l'alimentation en 2020. On en avait eu un autre porté par un organisme communautaire de la région en 2015. Les producteurs, avec d'autres organismes, avaient fait un forum sur la transformation alimentaire en 2008. C'est un processus de longue haleine de rassembler la communauté. Puis, il faut qu'on reconnaisse tous ceux et celles qui sont passés avant nous, qui ont battu le sentier pour nous, pour que maintenant on y arrive. Mais ça a été un processus de très longue haleine et c'est pas fini. D'autres enjeux, c'est sûr qu'on parle d'un système qui est complexe, le système alimentaire. Documenter les changements, des fois, ça se fait à des échelles qu'on n'avait pas pensées. Des fois, un projet amène des retombées qu'on n'avait pas pensé documenter dès le départ. Donc ça, c'est dans les défis de trouver les bonnes façons de documenter. On le sait que ce qu'on fait, de réunir la communauté, de travailler à améliorer l'accès à l'alimentation, de réunir la communauté autour d'un projet de société qui est d'améliorer notre système alimentaire, on le sait que c'est une bonne idée. Oui. Mais c'est pas toujours si facile à démontrer. Des résultats, c'est sûr que c'est encore très nouveau, là. Les premiers projets ont parti à l'été 2023. Donc, c'est très récent, là. Oui. Mais tu sais, si on pense, par exemple, aux 55 familles environ qui reçoivent des paniers bio avec la ferme Agricola, ce sont ces 55 familles qui ont accès à ces aliments-là plus facilement. Bien, ça, c'est un effet direct, là. Ces gens-là ont accès à ces aliments-là. Pour la ferme, ça a un effet direct. Si on pense à la petite monnaie, qui est notre monnaie locale alternative, portée par la coopérative Place du Marché, super projet qui regroupe environ 142 entreprises. OK. Bien, ces entreprises-là font des échanges entre eux. Les gens, c'est de la sensibilisation directe à l'achat local, à dire « Ah, j'ai la monnaie locale, comment je vais l'utiliser? Ah, bien, je découvre des entreprises dans mon milieu. » Donc, ça apporte vraiment un soutien direct. Si on pense à la plateforme agroforestière à Ripon, bien, la plateforme, elle est établie. Il y a déjà une entreprise qui va commencer à produire des champignons bientôt, mais ça a été long établir le lieu, là. Ils travaillent là-dessus depuis quelques années. Donc, c'est des retombées directes. Après ça, est-ce que ça va avoir un effet sur la pérennité des fermes à long terme? Ça reste à voir. Maintenant qu'on a découvert comment les laboratoires vivants contribuent à améliorer la sécurité alimentaire, intéressons-nous à une autre initiative locale, les jardins communautaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez commencé les jardins communautaires? On est dans la 3e année, notre 3e saison. Donc, là, ça grandit. La première année, on avait environ une vingtaine de membres. Puis là, cette année, on est rendu à près de 40 membres. Donc, on grandit un peu à chaque année. Donc, ça va bien. Et pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir un jardin communautaire? C'était une vision de notre présidente qui avait cette vision-là d'ouvrir dans la communauté un jardin communautaire pendant quelques années avant.
Puis finalement, ils ont réussi avec approcher la ville et des commanditaires, choses comme ça. Puis le projet a réussi à prendre place quand même assez rapidement. Et pendant quel temps de l'année êtes-vous ouvert? Donc, notre saison ouvre au mois de mai. Ça dépend un peu de la température. Puis on est ouvert vraiment là, jusqu'en septembre, octobre, encore dépendant de la température. Et puis jusqu'à ce que les produits arrêtent de pousser, disons. Et combien de gens, vous avez déjà mentionné, vous êtes 43 environ? Environ une Vous avez quarantaine, des gens oui. ici? Et ça, c'est loué par année? Oui, donc les gens louent un lit ou plusieurs lits pour la saison. Et donc, pour la prochaine saison, on reçoit nos nouveaux messages. Est-ce que vous voulez continuer l'année après ou est-ce que vous voulez passer à quelqu'un d'autre? Donc, oui, c'est de façon annuelle. Wow. Est-ce que vous avez des limites dans qu'est-ce que les gens peuvent pousser ou est-ce que c'est vraiment... Ça dépend des... C'est plus une limite au niveau de la grosseur de ce qu'on fait pousser. Donc, par exemple, un jardin comme celui-ci, on demanderait, on fait certain que les gens ne poussent pas quelque chose qui est, disons, 8 pieds de hauteur, qui va bloquer le soleil pour le jardin à côté. L'autre limite, c'est vraiment de faire pousser des choses qui ne bloqueront pas les voies de passage. Donc, des plants, par exemple, de tomates qui pourraient vraiment prendre le dessus. C'est plus une question de contrôler que ça reste dans le jardin eux-mêmes ou par exemple, un plant de citrouille là, qui s'en irait dans le reste du parc. Et quel est votre objectif principal avec le jardin communautaire? L'objectif principal, vraiment, c'est de rassembler des membres de la communauté qui ont un intérêt semblable. Il y a plusieurs objectifs, mais de faire pousser de la nourriture. C'est souvent des gens, soit qui peut-être n'ont pas la place chez eux, ou juste d'être ici en communauté. On voit beaucoup, comme tantôt, il y avait une famille qui était ici. On voit beaucoup les familles qui viennent ensemble. Donc, il y a aussi un aspect éducationnel là, qui est un peu notre but aussi dans la communauté. Et quels sont certains défis que vous avez eus avec le jardin communautaire? Comme organisation à but non lucratif, un des défis principaux, c'est toujours le financement. Donc, on se fie beaucoup, puis il y a beaucoup de travail en arrière-plan qui se passe au niveau de trouver des commanditaires, d'appliquer pour des bourses, faire des levées de fonds. Par exemple, un autre défi qui est un peu lié à ça, c'est qu'ici, on est sur la rue Patricia. Par contre, le stationnement principal est sur la rue Raymond. L'autre côté du parc, c'est vraiment le stationnement du jardin. Et donc, un des défis, c'est au niveau d'accessibilité. Donc, on a des membres du jardin qui ont difficulté à marcher ou qui ont des besoins d'aide. Donc, un des défis et un des buts aussi de financement, c'est de pouvoir faire construire une piste solide où les gens pourraient accéder le jardin beaucoup plus facilement. Ce qu'on voit encore plus, puis on a eu très, très peu d'incidents où il y a des choses qui avaient été bougées, on va dire, surtout dans la première saison. Mais ce qu'on voit encore plus qui est bon, c'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent se promener, qui traversent le jardin, puis qui arrêtent et qui posent des questions. Donc, ils veulent s'informer. On a mis plusieurs panneaux l'an dernier aussi avec l'information. On a beaucoup d'enfants. L'année passée, on avait des enfants qui viennent jouer au parc, puis qui arrêtent de passer. Puis là, qui finissaient par nous aider à arroser les jardins, puis à s'occuper. Donc, c'est un côté positif, vraiment. Beaucoup plus qu'un côté négatif. Merci beaucoup pour le tour. Maintenant, on peut s'asseoir en dessous de la grange ici, puis j'ai une couple d'autres questions à vous poser à propos du jardin communautaire. Parfait, pas de problème. Le jardin communautaire contribue à la sécurité alimentaire à Clarence-Rocklin de quelques façons. Donc, premièrement, ça donne accès aux gens qui n'ont peut-être pas d'espace chez eux, soit en appartement ou en petite cour, ou qui n'ont pas les capacités de bâtir un jardin, parce que c'est quand même assez physique, de venir, d'avoir un espace préconstruit, puis de pouvoir faire pousser la nourriture pour eux, pour leur famille, pour leurs amis. On sait que le coût de la nourriture a augmenté à des niveaux, on va dire, ridicules dans les dernières années. Donc, c'est une façon beaucoup plus économique pour les familles de produire de la nourriture de tous les jours. Pour chez eux. Il y a des coûts. Les gens doivent payer pour un lot ici à tous les ans. Donc, c'est pour la saison. Les coûts sont quand même pas très élevés. Puis, c'est par jardin. Donc, si vous avez un jardin, puis ça varie dépendant des grandeurs de jardin que vous avez vu quand on se promenait tantôt. Et donc, tu payes pour la saison.
Et là, tu as accès à la saison pour faire pousser tes fruits, tes légumes. Vous avez accès à l'eau. On a deux entremises remplies d'outils. Donc, ça leur donne tout ce qu'ils ont besoin sans devoir amener de chez eux à tous les jours pour faire leur jardinage. On sait qu'il y a un nombre exponentiel de gens maintenant qui utilisent, par exemple, la banque alimentaire, pas juste à Clarence-Rocklin, mais un peu partout. Et donc, non seulement est-ce qu'il y a un côté éducationnel pour nos membres ici, où on leur apprend comment faire pousser leurs propres fruits et leurs légumes pour ceux qui n'ont pas de connaissances et pour ceux qui ont déjà les connaissances, mais qui peuvent faire pousser, mais aussi on contribue à la banque alimentaire directement ici pour augmenter cette sécurité-là nutritionnelle dans la communauté. À chaque année à la banque alimentaire, par exemple l'an dernier, en 2024, on a donné plus de 500 livres de nourriture. Les jardins qui sont derrière vous, on a plus de 800 pieds carrés de jardins uniquement dédiés à la banque alimentaire. Donc, dès que les produits commencent à être prêts, donc on a commencé il y a 2 semaines passées, par exemple, à donner à chaque semaine à la banque alimentaire. Donc, l'année passée, c'était environ 500 livres ou juste au-dessus de 500 livres. On espère que ce sera encore plus cette année. Un des défis principaux que le jardin communautaire aide à résoudre, c'est vraiment, je dirais encore, la banque alimentaire. Donc, avec le nombre, c'est plus seulement juste des familles qui utilisent les banques alimentaires. Il y a beaucoup de gens, même dans leur vingtaine et trentaine maintenant, d'après les rapports de l'an dernier, qui utilisent aussi les banques alimentaires. Donc, un des défis que ces endroits-là ont, c'est souvent, ils ont beaucoup de produits en boîte, en conserve, choses comme ça, mais les produits frais sont un peu plus difficiles à obtenir. Donc, pour des jardins communautaires comme celui-ci, qui donne un montant extraordinaire de produits frais, c'est que ça soulève un peu la pression sur les banques alimentaires, puis en même temps, ça aide à donner des produits frais dans les maisons des familles, des enfants. Dès le début, c'était un des buts principaux. On est dans la 3e année et dès la première année, les jardins étaient créés en but de, justement, de pouvoir donner. Puis là, chaque année, on apprend ce qui pousse bien, ce qui a poussé moins bien, puis on ajuste. Mais oui, dès le début, c'était créé. Nous espérons que cela vous a permis d'apprendre plus sur comment les laboratoires vivants et les jardins communautaires aident à combattre l'insécurité alimentaire. À la prochaine!